Calvez, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Grande émission, plus de 3 heures hier pour le président de la République, avec un grand chapitre international marqué par un durcissement du ton contre le gouvernement Netanyahou. Ce que fait le gouvernement Netanyahou à Gaza est une honte, a dit le président. Comment réagissez-vous à ces propos? Je pense qu'il a eu des mots forts tout en rappelant quelle était la situation depuis le 7 octobre. Il a aussi rappelé qu'il y avait un cessez-le-feu qui avait été rompu il y a quelques semaines et que depuis ce cessez-le-feu, l'aide humanitaire n'arrive pas. Et donc je pense que c'est ça qu'il qualifiait d'intolérable, c'est l'impossibilité de pouvoir aider cette population de Gaza. Il faut reprendre l'aide humanitaire. Il faut reprendre l'aide humanitaire. Il faut aussi libérer les otages, il faut aussi démilitariser le Hamas et il faut aussi pouvoir penser l'avenir. Et l'avenir, on sait très bien que la création de l'État palestinien, c'est pas pour demain. Mais par contre, de la perspective d'avoir deux États qui reconnaissent leur existence et leur droit à la sécurité, c'est une perspective que nous souhaitons tous et toutes. Qu'est-ce que ça veut dire démilitariser le Hamas? Ça veut plus dire supprimer, éradiquer le Hamas. On garde une entité politique? Je pense qu'il y a aussi une reconnaissance sur le verbe éradiquer. C'est éradiquer quoi? Les gens, les moyens d'action ou les idées. Je pense que on voudrait que tout soit supprimé. Il faut pouvoir reconnaître que cette étape de démilitarisation, elle est indispensable et sans doute plus atteignable aujourd'hui que toutes les autres. Il y a cette exigence. C'est très compliqué et aujourd'hui, c'est pas... Il y a en 1948, quasiment jour pour jour, on avait la déclaration d'indépendance d'Israël et la création de l'État d'Israël. Il faut reconnaître toujours l'existence de l'État et le président a toujours été très attaché à le faire. Par contre, effectivement, il a été dur parce que la politique du gouvernement Netanyahou est dure. Elle est dure parce qu'elle doit être dure par rapport à la sécurité, mais elle n'a pas à être aussi dure du point de vue humanitaire. Reconnaître l'État palestinien comme le président l'envisage pour le mois de juin dans une négociation compliquée, ça pourrait faire avancer les choses ou au contraire, ça va nous casser dans notre relation avec Israël? Je ne sais pas si ça va nous casser avec l'État d'Israël. Il faut au moins la considérer. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est peut-être prématuré, qu'il faut pouvoir réinsister sur des étapes indispensables avant d'envisager un État. C'est pas juste en le disant, en fait. C'est aussi en posant les conditions de son existence et de notre exigence à son encontre. Le président de la République a refusé d'employer le terme de génocide. Il a dit ça, c'est pour les historiens. Vous partagez ce sentiment? En fait, je pense qu'il a raison de ne pas rentrer dans cette accusation. En fait, on sait très bien qu'il y a une instrumentalisation de ce mot de part et d'autre, que ce soit son réfi. Or, on le sait très bien, ça renvoie à des réalités du XXe siècle très profondément reconnues et qui ont mis du temps à être reconnues. Et en fait, c'est pénalement répréhensible au niveau international. Et donc, je pense qu'il a eu raison de ne pas pouvoir se qualifier, de ne pas vouloir qualifier si c'en était un ou pas en était un. C'est pas le sujet aujourd'hui. Il a fait d'autres annonces sur le plan international, le président de la République, notamment la possibilité d'avoir des bombes nucléaires françaises, sous commandement français, mais installées ailleurs en Europe. On sait que la Pologne pourrait être intéressée. Ça, c'est un changement de doctrine quand même. C'est un changement de doctrine, et en même temps, c'est un profond rappel de la capacité de la France à avoir cette arme. En fait, la dissuasion nucléaire, elle est très chérie par les autres pays. Nous, on a l'impression qu'on est né avec. Et donc, en fait, on l'oublie. Pour vous donner une anecdote, j'étais il y a quelques semaines au Japon et je leur disais, mais vous parlez de quoi quand vous parlez de la France en ce moment? Ils me disent, mais en fait, on parle de votre dissuasion nucléaire. Et en fait, ça m'a vraiment interloqué parce qu'on oublie presque la force dont on dispose. Et aujourd'hui, on a effectivement des pays qui n'en disposent pas et qui veulent avoir un partenariat particulier avec la France sur la détention de cette arme. On remplacerait les États-Unis quelque part pour protéger l'Europe? Alors, je pense avec une autre façon de pouvoir gérer les intérêts de l'Europe que ce qu'a fait les États-Unis. Je pense que ce qui est important à rappeler, comme le président l'a fait, ce ne sera pas aux dépens de notre propre sécurité. Ça ne sera pas aux frais des Français que se feront ces déploiements. Mais par contre, on a plutôt intérêt de pouvoir faire bénéficier nos nations amies de cette force de dissuasion. Alors, il y a aussi parlé, pendant que vous étiez en train de débattre du sujet dans l'hémicycle, de la fin de vie. Le président de la République a annoncé qu'il pourrait y avoir référendum si le projet de loi s'enlisait. Est-ce que vous, de l'intérieur, vous voyez ce projet de loi s'enliser? Ce que je vois surtout, c'est le rappel très clairement exprimé par le président de son souhait de voir le texte aboutir. Le texte, il porte aussi bien sur un renfort des soins palliatifs que sur l'aide à mourir.
qui puisse être une liberté très encadrée, et ça on y veille, à ce que quelqu'un atteint d'une maladie chronique et pour lequel il n'existe pas d'alternative puisse recourir à cette liberté. Donc il a déjà rappelé qu'il était attaché à ce texte. Ensuite, sur les risques d'enlisement, on a des obstructions. On a des centaines d'amendements qui ont été mis. C'est une première étape à l'Assemblée. Il faudra aussi voir le Sénat. Et l'enlisement, quand vous avez des patients, il a été interpellé en direct hier par Charles Bietri, que nous connaissons bien depuis des années. On n'a pas le droit d'attendre et de faire s'enliser. Et donc, il a ouvert cette perspective. Ça montrait son attachement à cette réforme. C'est pas une invitation à ce que ça s'enlise au Parlement. Et des référendums sur des réformes économiques et sociales, ça contourne le Parlement ou ça complète le Parlement? Vous avez raison, ça le complète. Pour moi, ça le contourne pas. Moi, je suis élue, j'ai un mandat où je représente la nation. Ça ne m'empêche pas d'apprécier et même d'encourager les pratiques de démocratie participative, qu'elles soient au niveau local ou au niveau national. Ça me paraît essentiel à un moment de pouvoir prendre le temps de réfléchir ensemble. Vous savez, il se passe plein de choses au Parlement et c'est parfois un peu difficile pour l'ensemble des acteurs en France de le suivre, même nous, je dois dire. Je pense que de se prendre le temps d'un référendum bien encadré dans lequel on met sur la table ce qui doit être connu pour pouvoir trancher, c'est à encourager, oui. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que le président de la République précise que tout ce qui relève du budget ou de la fiscalité reste une compétence du Parlement. Et ça va pas être simple à l'automne prochain. Toute une série d'annonces. Dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Faire une loi pour empêcher le mariage des personnes sous OQTF. Pas forcément convaincu. Louer des places de prison à l'étranger parce que nos prisons débordent. Eh bien, c'est apprécier qu'on n'a pas fait encore les 15 000 places de détention et qu'une peine doit être faite. Donc, ça peut être de manière provisoire une solution. Faire payer des frais de détention aux détenus. Pourquoi pas. Protéger les moins de 15 ans des réseaux sociaux. Alors, moi, vous êtes très attaché, vous, au sujet éducatif. Ouais, moi, je suis très attachée, mais je suis très attachée aussi à la nuance sur l'utilisation des réseaux sociaux. Je constate les dégâts, j'en constate aussi des avantages. Et je me dis que l'interdiction n'est pas forcément la meilleure des solutions. Faut encadrer et bien distinguer les usages. On dit on va interdire les écrans, on va interdire les réseaux sociaux. Ce serait ne pas reconnaître qu'il peut y avoir des usages vertueux de ces écrans. Moi, j'ai découvert le monde grâce à un écran. Je pense que les réseaux sociaux aussi nous permettent de garder contact avec d'autres personnes que notre entourage direct. Y compris pour les jeunes. Fusionner la carte vitale et la carte d'identité pour éviter les fraudes. Oui, alors en même temps, quand on voit la question, on se dit mais pourquoi c'est pas fait? Et si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a sûrement des raisons. Donc je me précipiterai pas forcément à répondre oui. Une grande conférence qui repenserait notre financement du modèle social. Oui, alors c'est une autre manière aussi de dire que ce n'est pas qu'au Parlement et au gouvernement, c'est aussi aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités. Le financement du modèle social, ça avait déjà été évoqué à l'automne dernier. Je pense que oui, dans la droite lignée du conclave actuel, ça peut être fait. Et pas de référendum sur les retraites? Aujourd'hui, s'il y a un référendum sur les retraites, il faudrait plutôt prendre ça dans le côté modèle social et pas uniquement sur les retraites ou sur simplement l'âge de la retraite. Alors l'actualité du jour, c'est François Bayrou qui va donc parler devant la commission d'enquête sur ce qu'on appelle l'affaire Bettara, mais son sujet est plus large, c'est toutes les violences commises dans les établissements confessionnels. Est-ce que selon vous, il a menti, il a caché la vérité? Est-ce que c'est flou? Alors, je tiens à dire que c'est toutes les violences dans les établissements scolaires. Scolaires, confessionnels ou non. Exactement. Ça peut être les écoles publiques aussi. Ça, c'était très important parce qu'au moment où on a discuté de la transformation de notre commission des affaires culturelles et de l'éducation dont je suis vice-présidente en travaux d'enquête, pour nous, il était important de dire on n'est pas uniquement sur un établissement, on n'est pas uniquement sur un type d'établissement, on est pour faire la lumière et libérer la parole contre les violences scolaires commises dans les établissements scolaires. Et donc, c'est bien ça auquel s'attache depuis plusieurs semaines notre commission. Aujourd'hui, bien sûr, 14 mai est prévue l'audition, et c'est très rare, du Premier ministre dans ses fonctions précédentes. Mais en fait, ce n'est pas la seule des auditions. Elle a bien sûr un intérêt médiatique. Elle met la lumière sur ses travaux d'enquête. Mais ces travaux d'enquête, on est au mi-temps de ces travaux d'enquête. Ils ont commencé, ils finiront au mois de fin juin avec, j'espère, des recommandations. Aujourd'hui, moi, je fais confiance aux deux rapporteurs qui sont pas du tout issus des mêmes familles Violette politiques. Spilbou, Paul Vanier, voilà. Donc on a la majorité, et puis les filles. Mais je pense qu'ils ont un bon équilibre et surtout, je pense qu'ils ont un respect
par rapport à leur responsabilité de ne pas instrumentaliser ces travaux d'enquête, que ce soit par rapport à nous qui en faisons partie, mais aussi par rapport au nombre incroyable de victimes qui viennent témoigner et qui arrivent à chambouler un système qu'il a que trop toléré. Alors, respect de tout cela, enfin, néanmoins, Paul Vannier, il a dit dès le début, il faut que le Premier ministre démissionne. Certains à gauche parlent d'une motion de censure sur cette affaire, comme Sandrine Rousseau. Il y a une manœuvre politique. Il y a eu une manœuvre d'instrumentalisation politique. Notre mauvaise réaction aurait été de dire, comme c'est une manœuvre, il ne faut pas que l'on se lance dans ces travaux d'enquête parce que ça va gêner des gens. Au contraire, moi j'ai été de celles et ceux qui ont dit il faut qu'on s'en empare. Par contre, il faut qu'on soit très exigeant par rapport à l'attitude de Paul Vannier. Et je pense que si certaines auditions, on a pu voir qu'il était dans une instrumentalisation, je pense qu'il a pu être quand même dans un respect des personnes nombreuses qui sont auditionnées. Il joue son rôle de président. Alors, il est co-rapporteur avec Violette Spielbout. La présidente, c'est la présidente de notre commission, parce qu'il n'y a pas eu de création de commission ad hoc. Voilà. Moi, j'ai pu présider des auditions en tant que vice-présidente de cette commission. On n'a pas le droit, justement, de le faire simplement de la petite politique dessus quand ça a brisé tellement de vies. Que doit dire cet après-midi François Bayrou? Alors, ce qu'il doit dire, il doit déjà, prêter serment et répondre aux questions. Je pense qu'il y a des questions qui vont s'étaler sur plusieurs années, avec des postes à responsabilité, que ce soit en tant que ministre de l'Éducation ou président du Conseil général à l'époque. C'est ces conditions de transparence auxquelles il va devoir répondre. Je pense qu'on aura une audition intéressante. Il est l'incarnation du déni. Sa fille a parlé et il ne savait pas, il n'a jamais voulu savoir. C'est ça le déni. Sa fille a parlé bien après. Sa fille ne lui en a pas parlé au moment des faits. Elle a parlé là récemment. Elle a parlé là récemment, tout en rappelant que son père n'était pas au courant et qu'il a fallu un chemin pour elle de pouvoir en parler. Et j'accompagne, moi, ce chemin à tous et toutes de pouvoir aujourd'hui révéler. Même quand on n'a pas les faits sont prescrits, il faut parler. Céline Calvez, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup.